à ce nouveau numéro de votre émission Trajectoire. 37 ans d'existence pour de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, qui est donc un parti politique de la République démocratique du Congo, fondé le 15 février 1982. À l'occasion de la commémoration de cette date historique dans notre pays, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous une des figures emblématiques de l'opposition congolaise. Il s'agit donc de l'honorable Alexis Moutanda Ngoy Mwana, qui est donc un citoyen congolais militant pour les bénéfices de son pays, la République démocratique du Congo. J'ai l'honneur de le recevoir chez lui à son bureau. Merci de nous recevoir déjà. Bonjour. Bonjour, maman. Alors, par rapport à cette journée, une journée historique, déjà, quel est votre plaisir? Bon, mon plaisir est de voir évidemment que 37 ans après, ce parti existe encore. Il est toujours aussi dynamique, toujours aussi présent, disons, dans la rue, et qu'il est toujours aussi présent dans les actions, dans les actes, et qu'il est aussi vivant, aussi bien dans la capitale que dans les 24 provinces, dans les 26 provinces de la République, et que ce parti également est toujours aussi vivant, disons, à l'extérieur du pays. Parce que je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'UDPS a des structures de base dans tous les pays d'Europe occidentale, au Canada, aux États-Unis. Et ce n'est pas seulement à Washington ou à New York, mais également à Atlanta, San Francisco, Chicago, etc. Et puis au Canada, c'est Montréal, c'est Vancouver, c'est Ottawa, etc. Et lorsque j'ai dit qu'il est présent en Belgique, par exemple, en Belgique, c'est à Bruxelles, à Liège, à Anvers. Donc, c'est un parti, en fait, qui a été implanté partout. En Afrique du Sud, vous le trouvez à Jobourg, vous le trouvez au Cap, vous le trouvez à Durban, etc. Donc, c'est le seul parti politique au monde qui a des ramifications aussi importantes à travers le seul parti. Donc, lorsqu'aujourd'hui, vous me rappelez que nous fêtons les 37 ans, eh bien, c'est un sujet de fierté pour moi, pour commencer, parce que je suis cofondateur de ce parti. Et puis ensuite, nous avons quand même, disons, beaucoup investi, humainement parlant, nous avons beaucoup investi dans ce parti. Et alors, lorsqu'on sait qu'il y a beaucoup d'autres partis dans notre pays qui avaient une grande importance, mais qui sont pratiquement aujourd'hui dans l'oubli, beaucoup de gens se rappellent maintenant qu'il y a eu MPR, d'autres se rappelleront qu'il y a eu CONACO, d'autres parleront de même le MLC, de choses de Patrice Emery Lumumba. Bon, on en parle, mais pas avec autant de vigueur. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un sujet de fierté, parce que les fondateurs de ce parti ils ne sont plus en vie. Et le dernier en liste, c'était le président Étienne Tshisekedi, qui est mort il y a 2 ans. Et alors presque tous les fondateurs ont disparu, sont partis, mais le parti est resté toujours aussi vivant. Voilà, honorable, nous voulons aussi éclairer l'opinion parce qu'il s'agit de l'RTNC de développement, un jeune de 1982, un jeune de 1990 ne saura pas la vraie histoire de l'UDPS, au moins qu'il étudie ça à l'école. Mais pour lui rappeler au travers de cette émission, est-ce que l'opposant historique, Etienne Tshisekedi Wamulumba, était le seul fondateur ou visionneur de cette structure UDPS? Soufflez-nous. Non, à moins de déformer l'histoire, le président Tshisekedi n'était pas seul. Je crois qu'avant même, disons, la sortie officielle du parti, il y a eu, disons, un événement historique qui a fait, en fait, qui était un préambule, qui était un prélude, disons, à la création du parti. C'était la mise en circulation de la fameuse lettre de 52 pages qui était signée par 13 parlementaires. Alors, les 13 parlementaires, c'était des personnes, évidemment, qui s'étaient réunies, qui avaient rédigé, disons, cette lettre de 52 pages. Et dans cette lettre, évidemment, qui était une lettre adressée au président Mobutu, vous pouvez penser qu'en 1980,
Mobutu était au sommet vraiment de son pouvoir, donc le pouvoir personnel, qui n'acceptait pas de contestations, qui n'acceptait pas de critiques, qui n'acceptait pas. Mais il y a des parlementaires qui sortent une lettre qui lui était adressée et qu'ils ont mis également en circulation. Et dans cette lettre, disons que c'était une véritable analyse économico-politique de la situation du pays, pour démontrer à M. Mobutu que, voilà, monsieur, vous êtes en train de prendre une mauvaise direction, parce que si vous continuez avec cette politique, eh bien, c'est tout le pays qui va, disons, à sa disparition. Alors, c'était une critique tout à fait constructive. On lui faisait remarquer que ce que vous racontez tous les jours dans vos discours, ce que vous promettez à votre peuple dans les meetings populaires, par rapport à ce qui se passe réellement sur le terrain, eh bien, voilà ce que vous dites, voilà ce qui se passe, de telle manière, si nous continuons à cette allure, eh bien, le pays va aller à la dérive. Et nous vous recommandons évidemment de revoir la situation et d'aller vers la démocratisation. Alors vous comprenez évidemment qu'à cette époque-là, M. Mobutu ne pouvait pas accepter, disons, ces critiques d'une manière. C'est comme ça que les 13 parlementaires ont été encadrés. Il y en a qui ont retiré vite leur signature par peur, mais il y en a aussi qui sont restés, qui ont été envoyés en prison, d'autres qui ont perdu d'abord pour commencer, ils ont perdu leur immunité parlementaire, leur mandat parlementaire, et puis ensuite ils sont passés en justice. Et puis après, évidemment, il y a eu l'année 82, le 15 février, où officiellement ils ont sorti ce parti qui s'appelait l'Union pour la démocratie et le progrès social. Alors c'est à partir de ce moment-là, évidemment, que Mobutu se trouvait devant un fait accompli, devant une réalité politique, devant un parti politique qui l'a combattu évidemment de toutes ses forces avec la dernière rigueur. Je ne veux pas vous dire évidemment tous les sévices, combien de fois les prisons, les choses. Donc disons que ce sont des personnes qui ont vécu. Alors parmi eux, il y avait évidemment ceux qui étaient plus décidés, si vous voulez, les plus engagés, parmi lesquels le président Etienne Tshisekedi, et qui lui a continué. À un moment donné, il se retrouvait pratiquement seul. Très bien, merci. Alors, nous progressons, nous profitons de votre présence pour vous poser cette question. Sous quels critères avez-vous accepté d'adhérer à l'UDPS de l'époque? Et vous aviez eu quel âge à cette époque-là? Vous savez, je suis, ça c'est un rappel évidemment, je suis sorti de l'université de Lovanium en 1970 comme ingénieur polytechnicien, ingénieur électricien. Et alors, j'ai été engagé à la SNEL où j'ai travaillé pendant plus de 16 ans. J'étais devenu même directeur des grands projets comme le Central Lidinga, la Lidinga Chaba, et c'est tout cela. Et puis en 1986, j'ai quitté la SNEL pour des raisons personnelles. Et alors, lorsque je me trouvais libre, évidemment, de m'engager, mon choix a porté sur l'Union pour la démocratie et le progrès social. J'étais déjà en contact avec les membres fondateurs de ce parti, mais comme j'étais fonctionnaire de l'État, je travaillais dans une société d'État, je ne pouvais pas me manifester. C'est comme ça que en 1986, j'ai commencé activement à participer, si vous voulez, aux activités, jusqu'au moment où, en 1990, quand Mobutu avait enfin, disons, comment je peux dire, avait démocratisé le pays dans le sens qu'il avait accepté, si vous voulez, le multipartisme, alors l'UDPS pouvait fonctionner au grand jour, parce qu'avant c'était dans la clandestinité. Okay. Mais à partir d'avril 1990, alors c'était devenu évidemment, on pouvait... Alors en ce moment-là, l'UDPS a mis en place des structures officielles. Il y avait le collège des fondateurs, il y avait le comité exécutif qu'on appelait le directoire,
il y avait, disons, le comité national du parti, hein, qui représentait un peu le parlement du parti. Et puis il y avait l'exécutif qui était géré par le secrétariat national. Alors c'est à partir de ce moment-là, évidemment, que les structures officielles du parti et même les statuts ont été officialisés et tout, et que le fonctionnement du parti était devenu officiel. Très bien. Alors le directoire a fonctionné pendant un certain nombre d'années avec 4 fondateurs. Il y avait le président Tshisekedi, Kibasa, il y avait Liaou, il y avait Bouankem. En fait, les 4 personnes représentaient les grandes sous-régions du pays. C'était le directoire, mais à fur et à mesure, évidemment, que ces personnes quittaient la formation politique ou tout simplement disparaissaient, comme Liaou qui venait de mourir, eh bien, le président Tshisekedi était resté pratiquement seul. C'est comme ça qu'il a pris la présidence, disons, de l'UDPS. Alors vous êtes parmi les collaborateurs de première force de l'UDPS. Vous pouvez nous dire exactement, c'était quoi l'objectif principal? Je crois que c'est tout simplement la dénomination du parti résume, si vous voulez, disons, la vision des choses de ce parti. Le but ultime de l'UDPS, c'est le bien-être social de la population congolaise. Alors le bien-être social de la population suppose que, disons, tout citoyen congolais peut participer au bien-être social. Chacun peut réaliser ses rêves. Chacun peut avoir le droit, si vous voulez, d'avoir des ambitions et de satisfaire. Mais il faut que le pays puisse l'aider. Mais pour qu'on puisse arriver, évidemment, à cet objectif, il faut que d'abord créer des structures politiques qui puissent permettre à ce bien-être social de se réaliser. Donc il faut être dans un état de droit. Et c'était ça, évidemment, l'objectif final du parti, c'est-à-dire créer un état de droit sur le territoire national. Mais pour arriver à un état de droit, il fallait d'abord démocratiser les structures politiques du pays. Et pour arriver à cela, il fallait passer par des élections libres et transparentes. Parce que ce sont des élections qui peuvent permettre la rotation, c'est-à-dire l'alternance au pouvoir. Et lorsqu'il y a une alternance au pouvoir, le pays peut être démocratisé. Et quand le pays se démocratise d'une manière harmonieuse, on arrive à un état de droit. Et dans cet état de droit, le peuple congolais pouvait vivre en tirant profit, évidemment, de la situation sociale créée, évidemment, par toutes ces structures. Très bien. Donc c'est pour vous dire que voilà un peu... et puis l'union, pourquoi l'union? Parce que les fondateurs du parti ont compris que ce n'est pas un individu qui peut changer les choses dans un pays aussi vaste. Nous sommes plus de 100 millions de personnes, un pays vaste de plus de 2,5 millions de kilomètres carrés. Et alors, on ne peut pas supposer qu'un seul individu peut changer les choses. C'est pour cela qu'ils ont pensé à l'union pour la démocratie, c'est-à-dire que tout le peuple congolais, en fait, on s'est référé un peu à l'hymne national qui dit « Debout Congolais pour ceci, pour cela et tout cela ». Donc, l'union pour la démocratie. Donc, tous ceux qui sont prêts à mener la lutte, si vous voulez, pour aller vers la démocratie, eh bien, ont créé une union des intelligences, une union des cœurs, une union des esprits, etc., pour arriver à ce résultat. Très bien. Fidèles téléspectateurs, je reçois pour vous l'honorable Alexis Moutanda, comme vous connaissez, qui jusqu'à nos jours, il combat pour le bien-être du citoyen congolais et pour la fierté de notre pays. 37 ans après, on peut faire un parallélisme. Vous pouvez nous faire un parallélisme, l'UDPS d'hier et celle d'aujourd'hui, selon vous? Bon, c'est un long parcours. Hein. Vous savez, 37 ans dans la vie de quelqu'un, eh ben, vous savez, un jeune homme aujourd'hui de 37 ans, eh ben, c'est quelqu'un qui a déjà terminé toutes ses études, qui est déjà marié, qui a déjà des enfants. Et il y en a même à 37 ans qui sont déjà grands-pères ou grand-mères. Donc c'est pour vous dire que 37 ans, c'est un âge de maturité. Eh ben, un âge de maturité suppose également que disons que les cadres du parti, la base du parti, les combattants et tout ça,
comprennent et intériorisent cette vision du parti. Okay. Parce que, vous savez, on peut être nombreux, on peut être des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui adhèrent massivement à un parti populaire. Mais on a vu au cours de l'histoire de ce parti qu'il y a même des cadres supérieurs, disons que ceux qui ont occupé, si vous voulez, le haut des structures du parti et qui ont tout simplement déserté. Et lorsqu'en désertant, on a vu que ce sont des personnes qui n'avaient jamais intériorisé, si vous voulez, cette vision. Parce que partout où ils sont allés, on n'a pas vu, si vous voulez, ces soucis, disons, qu'ils ont appris disons, à l'UDPS. Donc c'est pour vous dire que c'est un parti de masse, un parti populaire, et un parti populaire a besoin, si vous voulez, des choses. C'est comme on dit souvent qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc le parti a besoin de bons chefs pour pouvoir encadrer ces masses populaires afin de les garder, si vous voulez, dans la vision originale du parti. Très bien. Parce que s'il n'y a pas cette réalité-là, eh ben, vous pouvez être sûr et certain. Et le président Tshisekedi, dont on parle aujourd'hui, ne cessait de répéter que l'UDPS est semblable à un train. Eh ben, chacun entre à la gare de son choix, et puis à un moment donné, quand le voyage devient trop long pour lui, eh ben, il peut descendre aussi à la gare de son choix. Donc il y en a qui sont entrés à un moment donné, et puis ils ont trouvé que le voyage était hasardeux ou ceci, cela. Ils sont descendus, mais sans attendre évidemment qu'on puisse arriver à destination. Il y a pas, on a connu l'Impair, il y avait la Baco et les restes qui, jusqu'à nos jours, on n'a plus l'histoire. Mais est-ce que, par rapport à la prolifération de partis politiques aujourd'hui, l'UDPS maintient toujours? Bon, je crois que vous l'avez vu, disons, aux dernières élections. Vous avez vu quand même que ce parti était très dynamique sur le terrain. Déjà en 2011, lorsqu'il y a eu les élections de novembre 2011, eh ben, on avait un candidat à la présidentielle qui était le président Tshisekedi lui-même et qui avait fait évidemment, disons, un score tout à fait exceptionnel. Bien qu'on l'avait empêché évidemment d'accéder à l'Imperium. Et puis, dans les législatives, l'UDPS avait sorti plus de 42 députés nationaux, et ces 42 députés constituaient la plus grande force de l'opposition au Parlement à l'époque. Et aujourd'hui, évidemment, les dernières élections ont encore donné raison, c'est que le parti a sorti aussi pas mal de choses de mandataires. Donc ce qui veut dire que le dynamisme de ce parti n'a pas fini avec la disparition, disons, de son fondateur principal qui est le président Tshisekedi, et que par contre, au contraire, aujourd'hui, non seulement les combattants du parti, c'est-à-dire la base, ensemble avec l'ensemble du peuple congolais, parce que tous ceux qui ont élu le président Tshilombo à la présidence de la République n'étaient pas nécessairement de l'UDPS. Tout à fait. Il y en a aussi qui étaient d'autres, mais ces gens ont été entraînés évidemment dans la logique, dans la vision de l'UDPS pour donner leur confiance aux représentants de l'UDPS. Donc c'est pour vous dire que encore aujourd'hui, mais seulement ce dynamisme et cette force, il faut la maintenir, il faut la garder. Parce que si les actions ne sont pas bien faites, bien organisées, eh ben, je ne souhaite pas que le parti, évidemment, puisse connaître le sort de ce que vous venez de citer tout à l'heure. On a vu le MPR, n'est-ce pas, qui était parti unique au pays. Mais avec le départ de Mobutu, ce parti n'a même pas fait 5 ans. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a encore qui parlent du MPR. La CONACO, comme vous venez de le dire, la BACO et tout ça, est la même chose. Donc, ce sont des structures humaines et ce sont les hommes qui doivent, évidemment,
la retenir, c'est-à-dire garder cette flamme, parce que les changements au pays sont indispensables. Nous sommes obligés de changer, d'apporter des changements dans notre pays, parce que le peuple ne se retrouve pas. Il y a des antivaleurs que nous devons combattre d'une manière catégorique. Très bien, merci. Alors en ce moment-là, ce sont les animateurs, disons, de ce parti qui doivent être conscients de cette réalité et savoir que ce que nous venons de faire maintenant, c'est une étape, mais que les étapes les plus importantes restent à venir. Honorable Alexis Moutanda, je signale que vous êtes secrétaire général honoraire de l'UDPS. Mais si on essaie un peu de retracer vos traces, passez-moi la tautologie, dans l'UDPS, quelles sont vos empreintes positives? Bon, les empreintes, je pourrais vous parler d'abord de la première partie des fonctions les plus importantes que j'ai jouées, disons, au parti. D'abord, je suis resté presque 11 ans à la tête du département des relations internationales. Disons, ça veut dire tout simplement que j'étais un peu comme le ministre des Affaires étrangères du parti. Et à cette époque-là, c'était depuis 1997 jusqu'en 2008, donc ça faisait exactement 11 ans, et je me suis occupé, si vous voulez, des relations extérieures de l'UDPS. Et mon rôle à l'époque était évidemment d'implanter le parti à l'extérieur du pays, renforcer les structures et surtout garder des contacts ou des relations entre ces structures de l'extérieur avec la direction nationale qui se trouvait à Kinshasa. Et nous avons organisé ces structures pratiquement dans tous les pays du monde. Je peux vous dire qu'à l'époque, je ne restais presque jamais un mois chez moi parce que tous les 2 mois, tous les 3 mois, j'étais obligé d'aller ou en Afrique du Sud, ou aller en Belgique, ou en France, ou aller en Suède, aux États-Unis, au Canada, etc. pour visiter nos structures de base. Et cela, je l'ai fait pendant 11 ans. Ensuite arrive 2008, je suis devenu secrétaire général du parti. C'était aussi un moment très difficile parce que le président national du parti était malade, il était en dehors du pays, et puis les structures des combattants avaient besoin évidemment d'un certain dynamisme. C'est comme ça que pendant cette période, je suis resté à la tête du secrétariat national pendant 3 ans. Évidemment, j'ai fait ce que je pouvais faire. Je suis peut-être le seul secrétaire général du parti qui a fait pratiquement des tournées à l'intérieur du pays, dans toutes les provinces, à commencer d'abord évidemment par le Bandundu, et puis le Katanga, le Bas-Congo, l'Est du pays, les 2 Kasaï. Et puis ensuite, j'étais devenu le président de la commission électorale en 2011 pour préparer, si vous voulez, les candidats du parti aux élections de 2011. Alors, on a fait de manière que le président Tshisekedi puisse être élu à la présidentielle. Et nous avions aligné plus de 480 candidats à la députation nationale. Et vous savez très bien qu'à l'époque, entre le PPRD et l'UDPS, le courant ne passait pas du tout. Mais malgré ça, on a quand même sorti 43 députés, de telle manière que cette législature qui vient de se terminer a vu l'UDPS évidemment avec plus de 42 députés qui constituaient en fait la première force de l'opposition, disons, dans ce Parlement. Donc, je peux vous dire que je suis satisfait de ma contribution au sein du parti, sans compter évidemment tous les moyens personnels qu'on a mis à la disposition du parti pour tel ou tel événement, aussi bien quand on était au dialogue intercongolais, ici à Kinshasa, etc. On a fait ce qu'on a pu évidemment pour aider le parti, qui n'avait pas beaucoup de moyens, mais qui avait besoin évidemment, disons, d'exister et puis d'être actif sur le terrain. Donc il fallait la contribution et la bonne volonté de ceux qui pouvaient pour l'aider
humainement parlant. Nous allons justement savoir aussi par rapport à l'UDPS, nationalement, internationalement, l'UDPS est reconnu, mais sinon par rapport à la jeunesse, concept peuple d'abord, que pensez-vous? Bon, pour ce qui est de la jeunesse, le parti a toujours attaché beaucoup d'importance à la formation politique des jeunes. C'est comme ça que dans nos structures statutaires, il y a les choses de la jeunesse, il y a également la femme de l'autre côté, il y a la Ligue des jeunes, il y a la Ligue des femmes. C'est pour vous dire que ces deux catégories ont été, ont été mis en évidence pour démontrer le souci que le parti a pour préserver l'avenir du pays. Parce qu'une nation se lie à travers sa jeunesse. Parce que c'est sa jeunesse qui perpétue, si vous voulez, l'existence même de ce pays. Parce que c'est demain cette jeunesse qui va jouer le rôle qu'il doit jouer pour que le pays puisse continuer. Et si on a une jeunesse qui est dépravée, une jeunesse qui est désœuvrée, une jeunesse qui est délaissée, une jeunesse qui est négligée, eh bien, vous pouvez être aussi sûr que le pays ne pourra pas connaître un avenir brillant. Et c'est comme ça que le premier... Alors, la deuxième manche de votre question, c'était... C'était par rapport au peuple d'abord, ce concept. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse? Exactement. Le peuple d'abord, ça veut dire tout simplement que le peuple congolais, c'est-à-dire les 100 millions de Congolais, qu'ils soient du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, hein, le peuple doit se sentir responsable de son destin, responsable de son avenir. C'est le peuple lui-même qui est le souverain primaire. C'est le peuple qui est, chaque Congolais est propriétaire de ce pays. Que ce soit les mines, que c'est le minerai, que ce soit n'importe quelle richesse, chaque Congolais a une parcelle de pouvoir sur toutes ces richesses. Mais alors, il doit se sentir comme étant, évidemment, propriétaire, et même, disons, il doit se sentir comme étant, disons, le souverain, c'est lui qui, lorsque les élections arrivent, c'est lui qui désigne les mandataires, c'est lui qui donne mandat, et c'est lui qui doit également suivre ces mandataires pendant leur mandat pour qu'ils puissent récompenser les uns et puis dire aux autres, voilà, vous avez déconné, eh bien, on vous remplace par d'autres. Alors ce rôle, évidemment, de souverain, c'est lorsque le peuple se sentira réellement souverain que la démocratie dans notre pays pourra prendre forme. Parce que le peuple va s'imposer aux élections, il va avoir ses mandataires, il va les suivre pendant leur mandat, et lorsque il est content, il peut les reconduire de telle manière que la gestion du pays se trouve entre de bonnes mains. Raison pour laquelle le peuple a son rôle, et surtout il doit prendre conscience de ce rôle-là, et il doit prendre l'engagement de jouer ce rôle. Il doit se sentir responsable de son destin. Il ne faut pas qu'il dise, il y a les Belges là-bas, il y a les Américains qui viendront faire ceci, ou les Chinois, etc. Mais il doit savoir que la solution congolaise se trouve entre les mains du peuple congolais. Très bien. Vous avez été cofondateur de l'UDPS. On ne peut pas parler de l'UDPS sans pour autant mettre l'accent sur l'autorité morale qui est Étienne Tshisekedi Wamulumba. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de lui par rapport dès son vivant et alors après sa mort? Bon, de son vivant d'abord, c'est un homme qui avait une grande culture. Il avait une grande culture dans le sens que il s'était bien préparé à la carrière politique. Il avait fait de très bonnes études secondaires. Il avait fait les études latines à l'époque. Ensuite, il a fait le droit à l'université Lovanium. Ensuite, il était devenu plusieurs fois député, c'est-à-dire élu, d'abord en 1964, et puis ensuite, immédiatement après les études, et puis ensuite, avec les élections qui sont venues après, il s'est fait élire également. Et puis c'est un monsieur également qui avait travaillé très avec M. Mobutu. Il était son ministre de l'Intérieur, il était à l'économie nationale, il était ceci, cela, etc. Ensuite, il a été ambassadeur au Maroc pendant un certain nombre d'années. Et puis ensuite, il était président de ce parti qui est l'Union pour la démocratie. Qu'est-ce que vous avez retenu de lui? Alors, ce qu'on avait retenu de lui, c'est d'abord cette grande culture qu'il avait.
Et puis deuxièmement, son courage politique. Parce qu'à l'époque, vous savez, disons pour dire non à une personne comme Mobutu, eh ben, je vous assure qu'il fallait bien serrer la ceinture. Et là, ça, il l'a fait d'une manière tout à fait exceptionnelle. Et il a posé des actes, ce n'est pas seulement les paroles, mais il a posé des actes qui démontraient qu'il n'avait pas du tout peur. Et puis ensuite, c'est également quelqu'un qui était un organisateur. Parce que pour arriver à une structure de l'UDPS comme ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il fallait avoir un sens de l'organisation. Tout à fait. Mettre des structures en place, savoir, disons, où il fallait mettre chaque personne, disons, à la place qu'il fallait. Et alors, aussi bien à l'intérieur du parti qu'à l'extérieur. Et alors ensuite, c'est également un homme qui était, comment est-ce que je peux dire, il s'était un peu débarrassé, si vous voulez, de cette attache que les Congolais ont au bien matériel. Parce qu'il fallait le voir même vers les dernières années de sa vie, il vivait très simplement. Il vivait entre sa chambre à coucher, son bureau, et puis recevoir les gens. C'était devenu un peu sa vie quotidienne. Il sortait très peu parce que chaque sortie de Tshisekedi faisait toujours courir des masses, etc., de telle manière. Et même quand les masses, vous savez qu'à chaque déplacement, même à l'extérieur du pays, eh ben, chaque fois qu'il arrivait à l'aéroport, eh ben, on mettait toujours entre 6 et 7 heures, disons, pour se déplacer de l'aéroport d'Ndjili à Limete, tellement la masse était nombreuse. Donc c'est pour vous dire qu'il avait, et malgré toute cette popularité, eh ben, l'homme était resté très simple, très calme, et il recevait les gens calmement, etc. Et on n'a jamais vu M. Tshisekedi se vanter de quoi que ce soit. D'abord, il parlait très peu de lui-même, très peu, tout comme il parlait aussi très peu des autres, mais enfin, de lui-même, il parlait très peu. Donc c'est pour vous dire que c'était un homme qui était beaucoup plus au service des autres qu'à son service. Alors, très bien. Pour terminer, l'UDPS a engendré président Félix Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Alors, s'il fallait poser la question par rapport aux propositions que vous pouvez faire à votre fils, et aussi par rapport au pays, par rapport à l'UDPS d'abord et par rapport au pays, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, vous savez, d'abord c'est une grande responsabilité parce que la situation sociale des populations congolaises de manière générale s'est dégradée d'une manière considérable. Il y a beaucoup de désœuvrés, il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup, disons, d'indiscipline. Les antivaleurs ont pris, la corruption est devenue pratiquement le mode de vie des Congolais. Les gens se débrouillent tant bien que mal. Le pouvoir d'achat a tout simplement dégringolé. Les gens vivent dans des conditions sanitaires tout à fait inacceptables. Ben, tout ça, ce sont des défis à relever. Alors pour relever ces défis, vous savez, il n'y a pas, il ne faut pas il ne faut pas venir du ciel pour le faire. Il faut tout simplement étudier la manière la plus simple d'entamer ou d'attaquer ces problèmes. Il n'est pas dit que des crises qui se sont créées pendant des années, qu'on puisse les résoudre le jour même. Mais il faut le faire de manière systématique avec des personnes, parce que c'est ça le mot-clé. Si on est entouré de personnes qui peuvent réellement aider à résoudre ces problèmes, on peut y arriver. Ça veut dire qu'il y a le choix et la sélection, et puis ensuite il y a la collaboration, la confiance, parce que ça aussi ce sont des critères, disons, qu'il faut prendre en considération. Avoir des collaborateurs qui pensent la même chose, qui croient la même chose, etc. Parce que qu'est-ce qu'on entend souvent dans beaucoup de milieux de l'opposition, lorsqu'il y a une telle opportunité, il y en a qui vous disent maintenant c'est notre tour, maintenant c'est notre tour. C'est comme pour dire, bon, du temps de Mobutu ils ont fait ceci, du temps de Kabila ils ont fait cela, maintenant c'est aussi notre tour. Évidemment ça c'est un raisonnement qui doit être mis de côté.
parce que le premier souci doit être le souci de servir, et puis, disons, de servir et les populations congolaises et servir ce pays qui a besoin, évidemment, disons, de bons dirigeants pour jouer son rôle historique. Parce que dans la mondialisation, le Congo doit occuper la place qui lui revient. Et un message à tous ceux-là qui ont commencé avec vous, qui continuent à vivre jusqu'à maintenant et à toute la population congolaise. Oui, je demande aux compatriotes, évidemment, de comprendre que le destin d'un peuple repose entre les mains de ce peuple-là. On peut avoir des amis extérieurs qui viennent nous aider, mais que les grands choix doivent être faits par le peuple lui-même. C'est le peuple qui doit s'engager, c'est le peuple qui doit être responsable, c'est le peuple qui doit comprendre le rôle qu'il doit jouer. Et le peuple, c'est qui? Le peuple, c'est tout le monde et le peuple, c'est personne. Ça veut dire que chaque individu, un peu comme le dit notre hymne national, debout Congolais, debout Congolais. Debout Congolais, c'est-à-dire tous les Congolais, jeunes, vieux, femmes, hommes, etc. Pour faire quoi? Nous sommes unis par le sort et nous décidons à faire un pays plus beau qu'avant. Et ce pays plus beau qu'avant doit faire quoi? Doit profiter, disons, toutes ces richesses pour que le peuple, que chacun puisse se sentir à l'aise et puisse, disons, réaliser son rêve. Et nous disons même à la fin de notre hymne national que nous faisons serment, que tout ce que nous faisons là-bas, nous allons, disons, le léguer à notre postérité. Alors c'est ça, évidemment, que le peuple congolais doit comprendre que c'est un effort personnel et un effort collectif. Penser à des amis qui peuvent venir nous aider, c'est une chose. Mais faire d'abord soi-même le travail, je crois que c'est ça que le mérite que chaque peuple peut avoir. Voilà, je vous remercie. Bonne année à vous, longue vie à vous. Merci en tout cas de nous recevoir chez vous. Merci. Alors, fidèles téléspectateurs, j'avais le plaisir de recevoir pour vous les militants de ces pays, la République démocratique du Congo. Il répond au nom de l'honorable Alexis Mutanda Ngoy Mwana, c'est ça son nom, je ne peux pas massacrer. Mais sinon, notez que c'est lui le patron du groupe presse, du groupe des presses Tempête des Tropiques, CNTV et Trinitas FM. Nous vous demandons de vous porter bien et de noter tout ce que l'honorable vient de dire pour la croissance de notre pays, la République démocratique du Congo. Beau vent à tous, au revoir.